Pour cette soirée, sur les problèmes avec un grand P, c'est un peu la différence par rapport à la soirée sur le stress. Là, c'est plutôt les problèmes majeurs qu'on peut rencontrer. Et je vous laisserai un peu du temps pour réfléchir aux vôtres. On n'aura pas à les partager. Donc, vous pouvez vraiment y aller et choisir les problèmes avec un très grand P majuscule ou le problème. On va essayer d'en trouver un. Donc les personnes qui n'auraient aucun problème, je m'excuse d'avance que cette soirée soit peut-être improductive pour vous. Et on va entraîner, parce que je pense qu'on en a beaucoup besoin de cette compétence-là, on va entraîner un peu notre compétence à ce qu'on appelle la désidentification, c'est-à-dire l'observation de notre expérience comme une expérience plutôt que comme qui nous sommes. Une bonne partie du sujet de ce soir tourne autour de comment est-ce qu'on peut observer ce qui nous arrive sans être confondu avec ce qui nous arrive. Et puisqu'on va parler des problèmes avec un P majuscule, j'aimerais vous proposer de fermer les yeux et simplement de vous poser la question. Je reviendrai à l'attention ouverte régulièrement par la suite. Ça aiderait que vous ayez un problème à l'esprit et que vous le gardiez à l'esprit au fil de la soirée. Alors, problème avec un P majuscule, c'est quelque chose comme un nuage noir au-dessus de nos têtes ou de notre vie. On en a souvent un ou deux ou trois ou 10, mais généralement il y en a quand même un qui se détache. C'est plutôt quelque chose qui nous pèse depuis un certain temps et qui risque de continuer à le faire régulièrement pendant un certain temps. Donc on parle plutôt des problèmes de santé physique durables, des problèmes de santé psychologique durables, la santé des autres, la situation des autres autour de nous, si c'est surtout ça qui crée un problème pour nous. Parfois les situations économiques ou professionnelles, si c'est quelque chose qui prend énormément de place. Tous les processus de deuil au sens le plus large du mot deuil, tout ce qui est lié à un changement indésirable dans notre vie qu'il nous faut du temps pour accepter. Ou une autre façon de vous poser la question, ce serait si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez supprimer un problème, ce serait lequel? Et je vous laisse réfléchir à ça. Et vous pouvez le nommer intérieurement, pas besoin de vous plonger dedans, juste le nommer pour le reconnaître, pour lui coller une étiquette. Et vous pouvez prendre une position un peu plus méditative, ce sera très court. Et un exercice un peu philosophique, mais pertinent pour le thème de ce soir. Je vous propose que ce problème qui prend de la place dans votre vie, qui a une importance réelle, un poids réel pour vous, je vous propose qu'on le cherche dans notre expérience. Et vous pouvez prendre conscience du flot des sensations changeantes dans le corps.
avec cette curiosité pour comment les sensations corporelles évoluent, se transforment au rythme de la respiration, au rythme du temps qui passe. Et pendant que vous observez ces sensations qui changent, est-ce que le problème se trouve dans ces sensations changeantes? Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est là que vous le trouvez? Puisque c'est quelque chose de solide qui existe, est-ce qu'il est dans les sensations changeantes? Que ce soit un problème physique ou psychologique. Et souvent, la réponse est non, on a de la peine à le trouver, en tout cas. Alors tentons notre chance. Dans le flot des pensées, tournant votre attention vers la présence ou l'absence d'images mentales, de paroles intérieures, d'impulsions, observant la présence ou l'absence de pensée, et là aussi l'évolution dans le temps, instant après instant, de ce paysage des pensées. Est-ce que ce problème qui est réel, qui existe, qui prend de la place, est-ce que vous le trouvez en ce moment dans l'observation du flux des pensées? Est-ce qu'il est présent là-dedans? Est-ce que c'est là qu'il est caché? Ah, alors cherchons-le dans la tonalité émotionnelle. Vous pouvez prendre contact, prendre conscience de la tonalité émotionnelle. Est-ce qu'il y a une nuance émotionnelle, quelque chose de plutôt agréable, plutôt désagréable ou de neutre? En prenant conscience physiquement, si vous pouvez l'observer sous forme de sensation, cette tonalité. Et dans cette tonalité émotionnelle changeante, est-ce que c'est là que se cache le problème? Est-ce que c'est là qu'il est présent? Est-ce que c'est là que vous pouvez le trouver en ce moment? Et je vais vous épargner la recherche du problème dans les goûts, dans les odeurs, dans les sons, dans ce que voient vos yeux fermés. Je pense qu'on aurait encore moins de succès. Alors, mes excuses si c'était trop philosophique pour vous. Qui s'est un peu perdu dans cet exercice, que j'ai une idée? Ok. C'est plutôt rassurant. Pour moi. J'allais le dire aussi. Explication de texte de toute façon. Ce qui est intéressant avec les problèmes avec un P majuscule, c'est que même et si on prend un problème qui se manifeste sous forme de douleur, si c'est un problème tout à fait corporel, quand on prend conscience du flot des sensations, c'est pas, on ne l'attrape pas, on ne se saisit pas de ce problème, même si c'est un problème de douleur chronique, parce que ce qu'on observe est changeant. Peut-être que la douleur sera en ce moment pas présente, peut-être que si elle est présente,
il y aura un flux de sensations, et il n'y aura pas les émotions qui font aussi partie du problème quand il se manifeste pour nous. Et finalement, le problème, avec un P majuscule, il se manifeste généralement quand on est en train de penser à la personne qu'on est et à la situation dans laquelle on est en tant que personne qu'on est. Quand on est dans ces ruminations de « mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver et pourquoi moi ?» etc. Et ce qu'on appelle, en anglais, ils ont cette expression qui marche bien, le selfing. Quand on fabrique du moi-je, quand on est préoccupé par des considérations autour de la personne qu'on est, de la situation dans laquelle on se trouve, des problèmes qu'on a, quelque chose qui est attaché à notre identité ou à notre personnalité. Et quand vous êtes en pleine conscience, vous n'êtes pas en train de faire du moi-je, par définition. Et même si vous avez un problème auquel vous pensez presque tout le temps, il y a ce moment où vous êtes en train de cuisiner, ou de promener votre chien, ou de faire de la méditation, et où tout à coup, pendant ce moment-là, le problème n'est plus présent dans votre expérience, parce que vous n'êtes plus en train de penser à la personne que vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, ce qu'on fait beaucoup durant la journée, mais pas quand on est absorbé par une activité de façon méditative. Alors, on va essayer de comprendre comment cette chose insaisissable, même si elle a une existence très concrète, mais insaisissable quand on veut s'en saisir avec nos outils méditatifs, comment est-ce qu'elle a cet impact sur nous, et comment est-ce qu'on peut moduler, limiter cet impact. J'aimerais d'abord parler de la situation défavorable. Quand on a un problème et qu'on en souffre, on en souffre plus quand ce problème devient justement une partie de qui nous sommes, hein, ou pire, qu'on s'identifie complètement au problème. Je sais qu'un exemple que je donne souvent pour un des premiers problèmes chroniques que j'ai rencontrés, qui étaient les insomnies, que j'ai aussi loin que je m'en rappelle, que j'ai toujours eu en fait, jusqu'à ce que je découvre la méditation, donc de 5 à 24 ans. J'étais insomniaque même quand je dormais bien, c'est-à-dire que les nuits où je dormais suffisamment et où je m'endormais facilement, c'était une exception dans mon statut d'insomniaque, mais je me percevais comme une personne qui avait un problème, et l'exception à ce problème était juste une exception. Mais moi, je restais insomniaque et sujet à ça. Donc quand un problème, on a le sentiment qu'il est toujours présent et qui s'attache à notre personnalité, à notre identité. Quand on a justement l'impression qu'il est toujours là, et toujours pesant, qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a quelque chose de changeant, de fluctuant, qu'il est en permanence accroché à notre dos comme un petit singe, hein, qui s'accroche dans notre dos et qui ne nous quitte jamais. Quand on a le sentiment qu'on est séparé, aliéné des autres humains, que nous, d'avoir le problème qu'on a, ça fait de nous une personne différente, une personne à part, exclue, isolée, séparée. Et ça va généralement avec un sentiment de révolte, un sentiment d'injustice, de rejet. Il y a tous ces gens qui n'ont pas le même problème que nous et on se sent profondément différent d'eux. Et évidemment, notre état émotionnel devient attaché à la sévérité du problème. Ça devient le levier qui va nous rendre heureux ou malheureux d'un jour à l'autre. S'il est plus fort, on se sent moins bien. S'il est moins présent, on se sent mieux. On devient une espèce de punching ball, et notre bien-être est défini par quelque chose d'extérieur à nous, par ce problème. Ça, c'est le constat démoralisant. Et par moments, on a vraiment un peu tout ça. On a l'impression que ce problème nous définit en tant que personne, qu'il est toujours là. On se sent isolé, et notre bien-être ou mal-être émotionnel dépend complètement de ce problème qu'on ne contrôle pas. Maintenant, les enfants du documentaire que j'ai tellement aimé et qui m'a beaucoup marqué, Elle est Mistral gagnant. J'ai déjà fait la promo plusieurs fois de ce documentaire qui est
qui est pas facile à regarder, mais qui est extrêmement riche. Donc un documentaire d'une femme qui a perdu très très jeune une de ses filles d'une maladie dégénérative, à cause d'une maladie dégénérative, qui a écrit un livre sur son expérience et qui, je pense, a voulu continuer à mettre du sens sur ce qu'elle avait vécu elle-même et a fait ce documentaire sur comment les enfants très jeunes vivent avec des maladies très graves. Et c'est extrêmement riche parce qu'ils sont entre 4 et 8 ou 9 ans, je dirais en général. Il y a 5 enfants qui sont suivis. Et à cet âge-là, c'est possible qu'ils aient des ressources qu'on trouve plus difficilement plus tard, mais leur relation à leur maladie est une relation que beaucoup d'adultes auraient de la peine à trouver. Et je pense qu'ils sont la démonstration de l'inverse de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'ils font la démonstration qu'ils peuvent, dans leur rapport à leur problème avec un P majuscule, ne pas se sentir définis par ce problème, que leur identité ne se résume pas à ce problème. Et c'est très bien illustré dans le documentaire, au moment où la réalisatrice demande à, je crois, est-ce qu'elle s'appelle peut-être Ambre, une fille qui a une grave maladie du cœur, et la documentariste lui demande « Tu vas bien ?» Et elle répond « Bah bien sûr je vais bien, c'est mon cœur qui ne va pas. » Et c'est exactement ça, cette capacité de séparer la personne qu'on est et l'intégrité de la personne qu'on est de la maladie et d'une manière générale du problème qui est présent pour nous. Ça implique de prendre conscience de l'impermanence, des changements dans l'intensité, de la fluidité de ce problème qu'on rencontre, du fait qu'il n'est pas toujours exactement le même, qu'il change ou que notre relation à ce problème change. Un autre enfant qui s'appelle Tugdual, dans le documentaire, et qui passe une bonne partie de sa vie dans les hôpitaux, dit par exemple du processus de deuil, il a je pense 7 ans. Quand un ami meurt, on est triste pendant longtemps, mais après, ça n'empêche pas d'être de nouveau heureux. Cette notion de l'impermanence, du fait que quoi qu'il nous arrive, les choses vont changer, leur intensité va changer, ce qu'on a l'impression aujourd'hui de ne jamais pouvoir surmonter, on pourra le surmonter plus tard, ou en tout cas, notre relation à ce qu'on est en train de vivre peut changer. Cette conscience-là, de l'impermanence. On prend conscience que le problème n'est pas une punition, une injustice qui nous concerne, mais le reflet de notre humanité, que tous les humains sont susceptibles de souffrir d'une manière ou d'une autre et que ce qu'on vit ne nous met pas à l'écart des autres humains capables de souffrance. Un degré d'acceptation. Comme le disait Michael J. Fox en relation avec sa maladie de Parkinson, si je peux accepter la vérité de « voilà ce que j'ai à vivre », ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est la réalité de mon expérience, alors il me vient toute cette liberté de vivre d'autres choses, cette capacité à cultiver une forme d'acceptation. Et le bonheur n'est pas dépendant du problème. Le bonheur est indépendant du problème. C'est toujours Tugdual qui dit, un peu plus loin dans le documentaire, « Être malade, ça n'empêche pas d'être heureux. Je pense que rien n'empêche d'être heureux. » Alors, quand on voit un documentaire comme celui-ci et qu'on voit ces enfants, ce qu'ils font est très impressionnant, mais c'est extrêmement compliqué de le faire, et peut-être davantage compliqué de le faire pour les adultes que pour des enfants. Et méditativement parlant, j'ai fait une petite liste de ce qui correspondait à cette direction qu'on peut prendre pour changer la relation qu'on a avec un problème qui prend beaucoup de place. Alors, le premier élément de la liste, c'est un prérequis général, parce que ça implique de travailler avec notre attention,
et on a besoin d'une attention musclée pour travailler face à un problème qui prend beaucoup de place. Donc, on a besoin de méditer, d'entraîner cette capacité à se concentrer, et il y a un bénéfice de toute façon à la pratique méditative de base, c'est ces îlots, ces oasis de calme que ça peut nous apporter. Donc si vous vivez quelque chose d'extrêmement pénible, et que même vous y intéresser méditativement vous paraît pas possible, ou pas sage, la respiration ou un autre objet de méditation peut servir à vous distraire, vous occuper l'esprit, vous tranquilliser l'esprit. Et c'était d'ailleurs la première découverte que j'avais faite dans mon rapport à la méditation, avant de comprendre ce que ça pouvait m'apporter d'autre, c'était que, au moins, quand je médite, je ne pense à rien d'autre par moment, donc c'est agréable quand il y a beaucoup de choses auxquelles on aimerait ne pas penser. Et comme fuite, mais au sens le plus noble de la fuite, la méditation où on se concentre sur un objet a de la valeur, mais aussi comme entraînement pour ce qu'on peut en faire ensuite. Ensuite, il y a le travail de désidentification. Et là, je reviens à la citation de la petite fille et de sa maladie du cœur. Comment faire pour que ce qu'on vit de difficile ne soit pas qui nous sommes, que ce soit quelque chose qu'on puisse observer avec une perspective qui ne se confond pas avec ce qu'on est en train de vivre. Et c'est extrêmement important parce que dans cette perspective-là, on trouve une intégrité. L'observation de la douleur n'a pas mal, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. Dans cette observation-là, cette faculté d'observation n'est pas affectée par ce qu'elle observe. Et je vous propose de travailler un peu à la désidentification, alors pas que de façon méditative, vous verrez qu'il y a une part d'imagination aussi, juste pour mettre un peu d'espace entre le problème et vous, de différentes manières. Parce que finalement, si on veut éviter d'être défini par un problème, de se confondre avec lui, il faut en faire un objet qu'on peut observer. Et il y a plusieurs façons différentes de le faire. Et il y en a qui passent aussi par de l'imagination. Alors vous avez votre problème à l'esprit. Vous pouvez le renommer un petit coup intérieurement. Et en lui donnant un nom un peu irrévérencieux, un peu irrespectueux, un nom qui vous permet de tourner ce problème respectueusement en dérision. Comment pourriez-vous l'appeler? En quelque sorte un petit nom. Quel est le petit nom que vous pourriez donner à votre problème, quelle que soit sa gravité? À vous de choisir quelque chose d'acceptable pour vous. Bon, quand vous avez un nom, en lui attribuant un personnage, un animal ou un personnage de fiction. Vous pouvez commencer par un animal si votre problème était un animal. Quel animal serait-il? Ou sinon, quel est le personnage de film, de dessin animé, de série, de roman qui lui correspondrait le mieux?
Ok, quand vous avez un personnage, un travail peut-être un peu plus sérieux maintenant, en donnant un peu d'espace à ce problème, en vous laissant y penser, en vous laissant penser délicatement, prudemment, au moment où il est présent pour vous. Et quand ce problème est présent, quand il occupe votre esprit, quelles sont les émotions qui se manifestent? Quelles sont toutes les émotions qui accompagnent ce problème quand il prend de la place? Prenons le temps de faire une liste aussi complète que possible, nommant chacune des émotions intérieurement. Pour interroger le corps, évoquant peut-être un moment particulièrement désagréable en lien avec ce problème, juste le temps nécessaire pour que votre corps y réagisse. Évoquant un moment désagréable, un moment intense. Et en prenant conscience, quand vous évoquez ce moment intense, des sensations qui se manifestent dans le corps. À quel endroit, quelles sensations? Avec autant de précision que possible, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être un peu plus difficile, en explorant les pensées. Quelles sont les pensées typiques quand vous êtes pris par ce problème? Quand, selon l'expression, vous vous prenez la tête avec, quand il prend toute la place dans votre esprit, est-ce que vous pourriez reproduire le dialogue intérieur? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous imaginez ou qu'est-ce que vous vous dites dans ces moments-là? À quoi est-ce que ça ressemble? Et finalement, on a toujours une préférence, presque toujours une préférence. Il y a deux façons de réagir à la présence d'un problème, deux façons qui ne vont pas contribuer généralement à ce qu'on le vive mieux. Une, c'est de le fuir en imaginant à quel point ce serait bien s'il n'était pas là, à quel point ce serait bien, à quel point c'était bien quand il n'était pas là. Des pensées qui nous emmènent vers une situation idéale, agréable. On
On peut parler d'une forme d'envie, de désir d'autre chose, désir d'un passé meilleur, d'un futur meilleur. Ou on peut avoir le rejet de ce qui est là, le rejet du problème tel qu'il pèse maintenant, avec des émotions évidemment différentes, une fuite dans un scénario d'un côté, ou plutôt de la colère ou de l'anxiété de l'autre. Est-ce qu'une de ces deux façons de réagir à un problème prend plus de place pour vous, à votre avis? Et laquelle? Qui a réussi à donner un nom? Levez la main, que je me fasse une idée. Ok. Et un personnage, qui en a trouvé un? Ok. D'accord. Parce que ça, suivant le problème, ça peut être extrêmement compliqué de trouver quelque chose. Dans certains cours de réduction de l'impact de la douleur chronique, des maladies chroniques, il y a des cours maintenant basés sur la pleine conscience pour les personnes souffrant de cancer, et ils font un atelier dessin de problèmes, où en fait on dessine une espèce de justement de créatures, de trolls, de gnomes, de créatures détestables qui incarnent le problème. Et un des intérêts, je ne crois pas beaucoup aux ateliers dessin pour résoudre des problèmes émotionnels à la base, mais un des intérêts, c'est de favoriser ce processus de désidentification. C'est que plus on transforme cette chose-là en quelque chose qui n'est pas nous, plus on peut mettre de l'espace entre nous et le problème. Et ce travail imaginaire, c'est une des façons de mettre de l'espace, qui fonctionne miraculeusement bien pour les enfants, par exemple, et puis pour les adultes, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Est-ce que nommer les émotions était possible pour tout le monde? Les émotions typiques qui accompagnent ce problème? Quelqu'un n'a pas pu les nommer? Ok. Les sensations, qui n'a pas eu de sensations observables. Ok. Autrement, vous en aviez. Et penser, je me suis dit que ça c'était peut-être plus difficile. Le genre de dialogue intérieur ou le genre d'image qui vous viennent, qui n'a pas pu en retrouver? Ok, donc c'était assez clair en fait pour vous. Et pour la question sur plutôt cette envie, ce serait tellement bien, ou ce sera tellement bien, ou c'était tellement bien, ou plutôt ce mon Dieu comme ça m'énerve, mais comme je déteste cette chose qui m'arrive. Qui partait plutôt du côté envie d'autre chose, fantasme d'autre chose, ok, et rejet de ce qui est là, colère contre ce qui est là, ok. Ce qui est terrible, c'est que les deux ne nous aident pas. Mais il y en a un qui est beaucoup plus séduisant que l'autre, évidemment. Et de nouveau, la limite est parfois ténue, parce qu'entre l'espoir que ça puisse changer, l'ouverture au fait que ça puisse changer, qui peut jouer un rôle dans cette imagination d'une situation dans laquelle ce serait mieux, qui est quelque chose d'important, et la fuite temporaire dans une espèce de fantasme qui va nous retomber dessus dès qu'on arrêtera d'y penser, parce qu'on se retrouvera dans la même situation face au même problème, la différence n'est pas toujours évidente. Alors, ce que vous avez observé dans cette méditation, réflexion guidée, c'est la façon dont le problème existe pour vous. On parlait tout à l'heure dans cet exercice de recherche du problème, dans l'expérience, qu'on n'arrive pas à s'en saisir concrètement. Son existence se manifeste sous forme de sensations, sous forme de pensées, sous forme d'émotions. Donc, une des façons
de transformer ce problème qui prend tellement d'espace en quelque chose qu'on peut méditativement appréhender, c'est d'observer comment il se manifeste concrètement dans notre expérience quotidienne, instant après instant, seconde après seconde dans notre journée. Et en effet, on ne peut pas se saisir d'un problème, mais on peut se saisir d'une sensation, ou d'une émotion, ou d'une pensée. Et une émotion, une sensation ou une pensée, on peut apprécier qu'elle est impermanente, qu'elle ne va pas durer éternellement, qu'elle va changer, et qu'elle n'est pas qui nous sommes, qu'elle est une partie de notre expérience, mais qu'elle ne nous définit pas en tant que personne. C'est beaucoup plus facile de le faire quand on ne prend conscience que de ce qui est présent à cet instant précis. Ce problème n'est pas quelque chose de solide, il se manifeste sous forme de sensations, d'émotions, de pensées. Et c'est avec ça qu'on doit vivre quotidiennement. Donc c'est sur cet aspect-là qu'on peut porter notre attention. Et j'aimerais vous rappeler cette anecdote. Je suis bientôt au bout de ma répétition d'anecdotes sur ce psychologue enseignant de méditation atteint de la maladie d'Alzheimer qui donnait une causerie du soir et qui a eu ce blanc, ce vide où il savait plus du tout quoi dire. Et quand il en a émergé, il s'est contenté de nommer confusion, peur, sensation, bruit des gens qui parlent, confusion, de nommer le contenu de son expérience au fur et à mesure. Et je trouvais ça, et je trouve toujours ça, extrêmement touchant et paradoxalement rassurant, parce que ça signifie que cette compétence-là, cette présence d'un observateur intérieur est intègre, même quand on est menacé dans son intégrité psychologique ou physique. Au plus haut point, je pense qu'il n'y a pas une menace peut-être plus directe que cette maladie-là, ou les maladies dégénératives sur l'intégrité d'une personne. Et ce qu'il manifestait, c'était que la présence méditative et cette capacité à ne pas être son problème continuait d'être présente dans cette situation-là. Donc, en fait, quand on est dans l'observation, on a la possibilité de vivre cette impermanence, de vivre cette désidentification. On a une certaine sécurité, une certaine aisance par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Les pires moments sont toujours ceux où on est dans le moi-je, c'est-à-dire où ce problème nous occupe complètement, nous définit en tant que personne, et où on est complètement saisi par ce statut de personne qui a un problème. Je suis une personne qui a un problème. Et c'est la souffrance est la plus intense à ce moment-là, parce qu'on a l'impression qu'en tant que personne, on a perdu notre intégrité. Alors que si on observe une sensation désagréable, une émotion désagréable, une pensée désagréable, oui, c'est désagréable, mais ça reste quelque chose qu'on peut observer, qui n'est pas nous et qui va passer. Et encore une fois, et c'est quelque chose qui est au cœur de la démarche méditative aussi dans ses aspects spirituels, quand on prend conscience que tout ce qu'on vit change et n'est pas qui nous sommes, alors se pose la question, qu'est-ce qui existe en nous qui peut observer toutes ces choses qui changent et qui ne sont pas qui nous sommes? Qu'est-ce qui existe en nous de particulier qui ne soit pas concerné par ce qu'on est en train de vivre et qui peut l'observer de cette manière-là? Cette notion d'une présence intérieure observatrice qui est intègre et à l'abri de tout ce qui nous arrive. Plus on en prend conscience, plus on gagne en confort au milieu d'une tempête. Et la désidentification est le point clé. Et l'impermanence et la désidentification, je vais parler de l'impermanence après, vont un peu ensemble. Quand on observe que ça change, on prend aussi plus facilement conscience que c'est pas nous. Et quand on prend conscience que c'est pas nous, c'est plus facile d'observer que ça change aussi. Mais la capacité à se désidentifier, pour moi, dans la vie quotidienne, elle s'exprime particulièrement bien en utilisant la note mentale. Et quand vous êtes saisi par ce problème, de pouvoir simplement dire « Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et de pouvoir nommer « Ah, sensation », parce que c'est une sensation qui occupe le centre de mon attention. Et maintenant, il y a une émotion, et c'est la peur.
et il y a une sensation de tension dans la gorge. Et maintenant, j'ai envie de regarder la télé parce que j'ai plus envie d'y penser, et de suivre la succession de ce qui se passe en vous et de pouvoir se désidentifier de votre expérience en temps réel, y compris en dehors des moments où vous méditez. L'impermanence qui répond à cette impression qu'on peut avoir que ça ne change pas et que c'est solide. Et ça change et ce n'est pas solide. Et quand ça ne change pas, c'est notre relation à ce qu'on vit qui va changer. Et c'est ce que décrit aussi Michael J. Fox. Il parle pas d'une évolution favorable de sa maladie, il parle d'une évolution favorable de son rapport à la maladie. Donc quelque chose change, que ce soit ce qui nous arrive ou la relation qu'on entretient avec. Les sensations changent, les émotions changent, les pensées changent. Le problème ne change peut-être pas, mais toutes les façons concrètes dont il se manifeste dans notre expérience changent. Et je vous propose, plus concrètement par rapport à l'impermanence, de fermer les yeux et de consacrer un tout petit peu de notre attention aux grands oubliés, aux grands oubliés des problèmes avec un grand P, les moments où le problème n'est plus présent, ou bien parce que ça va mieux, ou bien parce qu'on n'y pense pas et qu'on pense à autre chose. Alors, en relation avec le problème que vous avez évoqué ce soir, quels sont les moments durant lesquels, pour vous, ce problème n'est plus présent, ou bien parce qu'il n'est plus présent, ou bien parce que vous n'y pensez pas, ou presque pas. Quels sont les moments, typiquement, où vous avez le sentiment de vivre un répit, un mieux-être? À quoi ressemblent ces moments-là? C'est où, c'est quand, dans quelles circonstances? Et en ouvrant les yeux, pour qui est-ce que c'est en lien avec quelque chose que vous êtes en train de faire? Ok. Pour qui est-ce que c'est en lien avec l'évolution du problème lui-même, indépendamment de ce que vous faites? Ok. Pour qui c'est en lien avec autre chose que ces deux options? Ok. Alors, l'impermanence méditative, c'est de prendre conscience de ses sensations, de ses émotions, de ses pensées et de comment elles changent quand on est face au problème. Et l'impermanence plus généraliste dans la vie quotidienne, c'est de ne pas oublier de noter les moments où c'est moins intense ou les moments où c'est absent et de prendre conscience de cette variation dans l'intensité ou dans la présence du problème. De remarquer les répits et de les apprécier. Alors, j'ai parlé de la désidentification et de l'impermanence. Après, il y avait cette idée d'isolement, de sentiment d'être exclu par ce qu'on est en train de vivre. D'être seul au monde. Et on ne l'est pas, mais on peut oublier qu'on ne l'est pas. Et j'aimerais vous proposer une méditation de compassion qui est pour moi la façon la plus élégante de faire échec à cette impression d'isolement
d'aliénation, de solitude. Et tous les prétextes sont bons pour faire de la compassion. En laissant le corps se détendre à l'expiration, toujours dans ces soirées où on reste parfois trop longtemps dans une posture méditative sans méditer, on gagne à laisser les épaules ou le visage ou le dos se relâcher consciemment. Et en évoquant toutes les personnes qui rencontrent un problème similaire au vôtre. Si vous en connaissez, vous pouvez imaginer ces personnes que vous connaissez, et si vous n'en connaissez pas, et de toute façon, je vous encourage aussi à faire travailler votre imagination pour évoquer toutes les personnes, où qu'elles se trouvent dans le monde, qui sont dans une situation comparable à la vôtre. Et une imagination empathique, c'est-à-dire imaginant aussi comment ces personnes vivent leur relation avec ce problème, les bons et les mauvais jours, imaginant à quoi ressemble leur vie. Et quand vous avez ces personnes, leur situation à l'esprit, en formulant une phrase de bienveillance, plus précisément de compassion, que vous pourriez leur adresser. Je vous souhaite à toutes, à tous, qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter de plus gentil, compte tenu de la situation dans laquelle ces personnes se trouvent, de plus compassionnel, pas quelque chose d'irréaliste, quelque chose qui permettrait que leur vie soit plus douce. Qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter ? Et en adressant la phrase que vous avez formulée intérieurement à toutes ces personnes, où qu'elles soient dans le monde, en la répétant. Et cette bienveillance, cette compassion, pendant quelques instants la laissant s'exprimer sans les mots,
une chaleur, une intention pour toutes ces personnes. Et c'est comme si ces personnes vous renvoyaient cette intention parce que vous pouvez maintenant vous l'adresser à vous-même et en continuant de sentir l'existence de ces personnes. Je me souhaite, ou la formulation que vous avez choisie, vous adressant la même phrase à vous-même en la répétant. Et ça se transforme peut-être naturellement, simplement, en un je nous souhaite, vous souhaitez ces mots à vous-même et aux autres personnes. Et cette bienveillance, cette compassion pour vous et les autres, la laissant s'exprimer intérieurement, silencieusement. C'est fondamentalement l'expression de cette envie que personne ne souffre qui peut résonner en vous. Cette envie que la souffrance soit soulagée là où elle est. Pour moi, à chaque fois, ça me fait du bien, les méditations de compassion. Donc, je sais pas sur qui ça fonctionne et comment ça peut fonctionner, mais il y a vraiment cette idée de développer quelque chose d'universel parce qu'on sort de notre propre situation et on est juste en relation avec la souffrance des gens qui nous ressemblent. Et on n'est clairement pas dans le moi-je du tout, et en même temps, on est en relation avec ce qu'on vit et avec la nature problématique de ce qu'on vit. Et c'est une façon appropriée pour moi et psychologiquement saine d'attraper ce problème et d'en faire quelque chose, la méditation de compassion. Et ça met en échec ce sentiment d'isolement, parce qu'on prend contact avec cette communauté humaine qui souffre aussi. Et évidemment, quand on est submergé par un problème, on perd souvent de vue ce qui dans notre vie n'est pas concerné par le problème. Et j'ai évidemment beaucoup parlé de la relation au problème lui-même, mais une bonne moitié du confort qu'on peut trouver face à quelque chose de problématique, c'est ne pas perdre de vue tout ce qui n'est pas concerné et tout ce qui est source de contentement ou de satisfaction pour nous. Donc vous pouvez prendre une position super, méga confortable, même couché si vous voulez. Ou assis si vous êtes bien. Et on laisse le corps se détendre
avec chaque expiration. 2 ou 3 expirations plus profondes, tout le confort qui est disponible en ce moment. Et en interrogeant d'abord le corps, quel est l'endroit ou la sensation dans laquelle votre attention aurait le plus de satisfaction à se réfugier? Quel est l'endroit du corps où votre attention pourrait habiter avec plaisir? Parfois parce que cette partie du corps est particulièrement confortable, ou parce qu'elle est intéressante, parce que vous vous y sentiriez bien si vous y portiez votre attention, en choisissant. Quand vous avez choisi, en y déposant votre attention. Et pour quelle raison pourriez-vous remercier votre corps? Merci. Merci pourquoi? Toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez le remercier ce soir, en les formulant intérieurement. Et en prenant conscience de l'état de votre esprit en ce moment, lucide, confus, calme, agité, comment est-il? Et en gardant ce contact avec votre esprit, de quoi pourriez-vous remercier votre esprit? Pour ce qu'il vous a apporté, ce qu'il vous apporte, autant des qualités de cœur, des qualités intellectuelles, morales. De quoi pourriez-vous remercier votre esprit? Et les relations, les personnes proches ou moins proches que vous auriez envie de remercier pour la place qu'elles occupent dans votre vie, pour le bien qu'elles vous ont fait, qu'elles vous font. Toutes ces relations qui vous font du bien, qui contribuent à votre bonheur, en prenant les personnes l'une après l'autre, chaque visage, chaque nom, et en adressant un ou deux remerciements. Merci pourquoi?
Allez, encore une personne. Laquelle est-ce que vous choisissez de remercier et pourquoi est-ce que vous la remerciez? Et les activités ou les moments que vous appréciez le plus, qui vous font profondément du bien, les moments qui vous permettent de vous ressourcer, ou les petits et les grands plaisirs dans vos journées, dans vos semaines, en faisant la liste de tous ces moments ou activités qui contribuent à votre bien-être. Et là aussi, un petit merci intérieur. Est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels vous vous sentez bien, que vous aimeriez évoquer? Quels sont les lieux où vous vous sentez le mieux? Dans votre passé, ces lieux refuges, ces safe places, comme on dit en psychothérapie, ces endroits où on se sent bien. Et les raisons les plus importantes, les plus profondément importantes pour lesquelles vous pourriez dire merci. Appréciez ce que vous vivez au jour le jour. Quelles sont les grandes et les petites choses pour lesquelles vous pourriez dire merci? En faisant une liste de tout ce qui vous vient. Je parle parfois d'une arche de Noé personnelle qu'on remplit avec toutes les choses précieuses. Qu'est-ce que vous pourriez encore y mettre? Il y a encore la place pour une dernière petite chose. Qu'est-ce que vous y mettriez? Alors maintenant, théoriquement, je dis bien théoriquement, si on pratique beaucoup de moments de contentement, beaucoup de moments de compassion, et si on essaye de toujours remettre au centre le fait qu'on n'est pas ce qu'on vit, que ce qu'on vit est changeant, on gagne de la marge de manœuvre par rapport à ce qui nous tombe dessus. On n'y gagne pas le contrôle absolu que personne n'aura jamais, mais on gagne une forme de liberté ou une forme d'aisance. Et peut-être que dans une présentation plus
plus complète, j'aurais consacré plus de temps à l'appréciation de ce qu'on a et moins de temps à la déconstruction de ce qui nous pose problème. Mais en même temps, c'est le plus embêtant. Donc je voulais y consacrer plus de temps. Mais dans ma perspective, en tout cas, le contentement, la gratitude, la bienveillance et tout ce qui en découle, c'est bien le 50% de la façon dont on peut mieux vivre en présence d'un problème qui prend beaucoup de place. L'autre 50, c'est le rapport qu'on cultive à ce problème et à sa manifestation au jour le jour. Je vous ai volé un peu de temps parce que je voulais pas ne pas faire le contentement. Je m'excuse. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et la semaine prochaine sera la dernière séance pour les personnes qui seront présentes. Donc peut-être à la semaine prochaine. Et bonne soirée. Merci.